Sans plus attendre, on va aller voir du côté des travaux de SIAM, Oui, puisque vous avez fait vous-même la transition. Donc, parfait. à vous, Carole, Oui, avec une petite contrainte supplémentaire sur le temps, mais je vais essayer de le faire gentiment. je vais faire court. Enfin, je vais essayer. Voilà. Alors moi, je vais vous présenter très rapidement un sujet spécifique au projet SIAM. Alors, il faut savoir que ce projet, je le dis très vite, c'est un projet qui se termine, qui a duré 4 ans, qui a mobilisé plusieurs équipes de chercheurs et plusieurs acteurs. Ce projet, il avait 2 objectifs, très clairement. Le premier objectif, c'était comprendre ces systèmes alimentaires hybrides entre circuits courts et circuits longs. Alors, qu'est-ce que c'était que ces choses qui émergeaient, qu'on voyait émerger à l'échelle des territoires, où on voyait justement ce que Virginie a expliqué, c'est-à-dire des intermédiaires qui se positionnaient pour construire finalement des circuits à des échelles qui étaient plus grosses que celles des circuits courts, tout en gardant des valeurs des circuits plus grosses, oui, que celles des circuits courts, tout en gardant les valeurs des circuits courts, mais en étant plus gros en termes de volume pour aller sur des marchés plus importants. Donc on voulait comprendre un peu ces systèmes à l'échelle de la région, parce qu'on en voyait pas mal qui se développaient. Et puis ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était un objectif plutôt de comment on les accompagne vers de la résilience, comment on accompagne ces systèmes qui sont très incertains, très innovants, donc vers de la durabilité et comment on arrive à construire des outils pour les renforcer sur les territoires pour qu'ils soient plus résilients. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Alors, j'ai commencé par vous donner une première définition de ce que c'est qu'un SIAM, parce que en fait, on a beaucoup tergiversé sur la notion de définition, sur la notion de SIAM, pour finalement décider de ne pas vraiment définir ce qu'était un SIAM. Donc, en gros, un SIAM, c'est un système alimentaire du milieu, c'est-à-dire c'est toute une série d'initiatives qui ne sont pas catégorisées comme des circuits courts, qui ne sont pas caractérisées comme des circuits longs, mais qui sont des choses un peu hybrides et innovantes autour de quelque chose qui nous a paru quand même essentiel et très très important, c'est la mise en place finalement d'interactions institutionnalisées entre des acteurs pour la pérennisation d'un partenariat stratégique pour la relocalisation. Alors ça, je vais expliquer ce qu'on entend par là, mais en gros, c'est des acteurs qui se reconnectent à l'échelle d'un territoire, pas forcément pour localiser l'alimentation, la consommation peut être à une échelle plus vaste, mais par contre qui vont à l'échelle d'un territoire interagir, se reconnecter, créer une nouvelle gouvernance, créer une nouvelle règle de fonctionnement, et justement, notamment autour de la question de la valeur ajoutée. Donc cette question de la gouvernance participative, cette question de la gouvernance démocratique entre les acteurs, c'était quelque chose pour nous qui était fondamental de la notion de SIAM. Et avec ça, évidemment, tout ce qu'il y avait autour des systèmes hybrides, c'est-à-dire voilà, comment est-ce que finalement des intermédiaires, nous on a travaillé par exemple avec Sodexo, voilà, comment est-ce que des acteurs comme ça pouvaient rentrer dans ces gouvernances, et est-ce que vraiment, ce que disait Virginie, est-ce que ces acteurs-là, finalement, on pouvait leur accorder, les agriculteurs pouvaient leur accorder une confiance, comment le prix se constituait, comment les partenariats se constituaient, comment les relations se construisaient. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. Et parmi, évidemment, les questions qu'on a fait émerger sur cette compréhension, très clairement, la question de la construction du prix, la question de la valeur, de la création de la valeur, de la juste rémunération, elle est apparue très vite dans les projets comme quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ce qui faisait que les acteurs, en premier lieu, se reconnectaient à l'échelle d'un territoire, c'était d'abord le projet de construire une meilleure rémunération, et une meilleure rémunération tout au long de la chaîne. Donc là, je vous ai mis juste un petit schéma pour que vous ayez aussi une idée de ce qu'on a pu identifier comme des SIAM. Alors c'est un cas que je vous présenterai après, qui est le cas des éleveurs de saveurs de l'Isère. Alors ça a été aussi quelque chose de très intéressant. Enfin, ce qui a été aussi très fondateur sur ce cas, ça a été le rôle des collectivités. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on a suivi tout au long, finalement, du projet. C'est-à-dire que dans la construction de la chaîne de valeur, les collectivités jouent un rôle très important. On y reviendra. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la construction d'un partenariat stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce partenariat stratégique ? Ça, c'est une idée vraiment qui a été issue de recherches biblio et surtout de quelque chose qui est parti des États-Unis, parce que ce projet SIAM, il est parti de travaux qui étaient conduits par des collègues américains sur la question justement de la construction de ces partenariats stratégiques. Donc ce partenariat stratégique, c'est ce qui unit les acteurs, qui les reconnecte à l'échelle d'un territoire, et c'est l'occasion pour les acteurs de créer de nouvelles règles de fonctionnement. Donc ce que je vous disais, c'est que justement, les règles de fonctionnement, elles ne se passent pas simplement à l'échelle des opérateurs économiques, mais elles se construisent aussi avec les acteurs des territoires, les structures d'accompagnement et les consommateurs. Alors,
qu'on a vu en France, c'est que justement dans notre volonté d'accompagner les systèmes vers ce partenariat stratégique, les consommateurs étaient souvent absents. C'est-à-dire que les formes de reconnexion, elles vont d'abord se construire à l'échelle d'un groupement d'agriculteurs qui va émerger et qui va aller travailler avec des distributeurs, qui va commencer à travailler avec des transformateurs, puis avec des distributeurs, de façon plus ou moins intégrée, de façon plus ou moins communicante. Bon. Parfois avec des relations commerciales, parfois avec des vraies relations partenariales, mais c'est pas toujours. Mais par contre, les consommateurs sont assez absents en fait du schéma d'une façon globale, alors qu'on voyait très bien que, par exemple, chez nos collègues américains, les consommateurs étaient dès le départ impliqués dans le partenariat stratégique et qu'ils avaient un rôle essentiel à jouer dans la construction de la valeur. Et notamment dans le fait de maintenir l'agriculteur comme un partenaire stratégique, c'est-à-dire quelqu'un qui a sa place à part entière dans le système et qui ne peut pas sortir du système puisque le consommateur le connaît. Donc c'était une façon, les Américains avaient trouvé une façon, notamment via des sites internet, etc., de développer le lien, des liens très forts sur des systèmes intermédiaires entre l'amont et la consommation. Voilà, ça c'est des choses que nous on a essayé d'accompagner mais qu'on a moins vues en France. Je vous laisserai regarder sur le diaporama comment ça se construit. Donc je vais vous parler de finalement deux sortes d'exemples. Le premier, c'est deux cas qui sont portés par des éleveurs, des associations, qui ont construit finalement une meilleure rémunération pour les éleveurs autour de ce partenariat stratégique. Et le deuxième, c'est justement le cas avec la cuisine centrale Toc Essence de Sodexo, qui est une cuisine centrale qui se situe à Lyon, qui a également essayé de construire ces partenariats stratégiques avec des plateformes d'agriculteurs sur la région lyonnaise. Donc vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ça beaucoup dans Siam, c'est-à-dire que là, on a des exemples qui sont portés par des associations d'agriculteurs, les deux premiers, et l'autre, on a un exemple qui est porté finalement par un intermédiaire, et un intermédiaire qui est plutôt considéré comme très conventionnel, et du coup pas du tout adapté à des circuits de distribution un peu éthiques. Donc pour nous, c'était très intéressant de regarder comment finalement se construisent ces partenariats éthiques aussi avec ce distributeur. Alors sur le cas du 100% charolais du Rouennais, ce que nous, on a trouvé très intéressant, ça a été la posture de départ, portée par la collectivité, de construire quelque chose qui, dès l'origine, allait dire aux consommateurs comment se répartissait la marge. Donc c'est le petit camembert que je vous ai mis là, qui en fait, ce camembert, ça a été vraiment la communication a porté là-dessus, c'est-à-dire les éleveurs vont récupérer la plus grosse partie de la marge. Et pour récupérer la plus grosse partie de la marge, ils vont vendre évidemment le steak haché bien plus cher que ce qu'il est vendu de façon habituelle, mais derrière il y a une vraie démarche de qualité aussi qui est mise en place, donc ça j'en parlerai après aussi sur la démarche de qualité. Mais voilà, il y avait vraiment cette volonté, et cette volonté portée par la collectivité qui a poussé aux réunions, en fait, qui a conduit les réunions, qui a réuni donc les différents membres de ce système, qui a poussé aux réflexions et à l'interrelation avec notamment les GMS. Aujourd'hui, c'est un cas qui est commercialisé, enfin le steak haché est commercialisé dans 11 GMS au niveau du territoire. Donc c'est quand même intéressant et c'est plutôt une belle réussite avec des circuits qui ont été à la fois sur de la restauration collective, parce que vous savez, il y a toujours la question des équilibres matières dans la viande, donc des morceaux qui partaient à la restauration collective, d'autres qui partaient en supermarché. Il y a eu aussi tout un débat avec les bouchers, mais là je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais voilà, je pourrais répondre aux questions. Alors le deuxième cas, il est à la fois assez similaire et un petit peu différent, c'est-à-dire que le 100%, c'est quand même, au départ, c'est parti d'une marque, tandis que et c'est parti de la collectivité, tandis que le deuxième cas, c'est parti d'une association d'éleveurs qui s'est constituée en Isère pour répondre à une demande des bouchers. Et ensuite, cette association a été accompagnée par les chambres consulaires, et elle a été accompagnée rapidement, elle a rapidement intégré les stratégies qui ont été conduites par le pôle agroalimentaire de l'Isère qui s'est constitué en même temps. Donc les choses se sont constituées de façon synonyme, de façon un peu concomitante, avec l'idée aussi d'avoir ce partenariat entre des éleveurs et des distributeurs. Ce que je n'ai pas dit sur le premier cas, mais qui est un peu la même chose, c'est que l'abattoir, à chaque fois, les deux abattoirs sont des abattoirs locaux, mais dans le partenariat, ils ne sont pas vraiment intégrés en tant que partenaires, ils sont plutôt intégrés en tant que prestataires. Par contre, le partenariat s'est construit avec les distributeurs,
avec certains circuits sur lesquels effectivement la façon de construire le prix était plus quelque part équitable, parce que les distributeurs jouaient le jeu de la marque, parce que vendre de la viande locale, évidemment, pour les distributeurs, ça avait un intérêt, dans la concurrence sur le territoire avec d'autres petits supermarchés, et que donc là, il y avait quelque chose qui se construisait, puis avec d'autres, ça ne marchait pas. La construction du prix était restée vraiment sur une régulation marchande, dans le sens où le distributeur disait moi je le vends à tel prix et pas à tel autre prix, donc ça va être comme ça. Donc finalement, c'était un peu cette coexistence de différents systèmes qui permettait de créer une meilleure rémunération pour les agriculteurs. Mais ça, je reviendrai rapidement dessus à la fin. Le troisième exemple, donc, c'est la cuisine centrale Toc Essence. Donc là, c'est aussi quelque chose d'intéressant et c'est aussi quelque chose qu'on voit par rapport au circuit de distribution un peu classique, notamment DGMS. C'est mon signal, il faut que je termine. Je finis. DGMS, c'est qu'à chaque fois, finalement, les systèmes d'achat ne passent pas par les centrales d'achat. C'est-à-dire que quand on a des intermédiaires, enfin des distributeurs comme ça qui rentrent dans des partenariats stratégiques, les systèmes d'achat nationaux sont squeezés. Donc ça a été aussi le cas avec la cuisine centrale Toc Essence, ce qui a permis de construire des relations commerciales de longue haleine et de confiance, via notamment la création d'un poste qui a été dédié à la construction de ces partenariats au sein de l'activité éducation du segment Sogeres-Sodexo. Voilà, donc je vais passer vite et puis je reviendrai sur les autres. Voilà, donc ce qu'on a vu finalement, parce que ce qui nous intéresse, c'est un peu les conclusions de tout ça, ce qu'on a vu sur comment créer de la valeur et comment la partager. Moi, ce qui me semble très essentiel dans comment créer de la valeur, c'est évidemment la première chose, c'est la question de la qualification. Et la question de la qualification dans les SIAN, tout de suite, elle arrive... Enfin, moi, les gens m'interrogent sur oui, mais quelle différence avec une qualité Carrefour, avec un label rouge, avec une AOP, tout ça ressemble beaucoup à des choses qui existent déjà. Moi, je dirais que si on veut réussir un SIAM, il ne faut surtout pas qualifier comme on qualifie précédemment, il ne faut pas oublier la qualité, une qualité spécifique, mais ce qu'on qualifie essentiellement, c'est la qualité de la relation et du partenariat. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je vous ai montré avec le petit camembert, c'est-à-dire ce qui qualifie le produit, c'est pas tant la qualité du produit ou la qualité des productions qui existent, qui est réelle, des systèmes de production qui changent, qui évoluent avec des cahiers des charges, c'est la qualité de la relation commerciale qui va valoriser le fait que le producteur est mieux payé. Et quand on arrive à qualifier et à prouver que effectivement le producteur est mieux payé, ce qui a été aussi, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ce qui a été aussi le cas du pôle agroalimentaire de l'Isère, puisque le pôle agroalimentaire de l'Isère a créé une marque qui s'appelle Isir, qui est adossée à la marque ESI, qui a comme objectif de prouver que le producteur, dans cette démarche, est mieux rémunéré. Donc la première chose, c'est la qualification. Donc cette qualification, elle doit porter sur la qualité de la relation. La deuxième chose, c'est la construction de la rémunération. Et dans la construction de la rémunération, il y a la tarification. On a bien vu que la tarification, elle va se construire de façon conjointe entre les acteurs et elle va porter sur qu'est-ce que les acteurs attendent, qu'est-ce que les éleveurs notamment attendent pour pouvoir vivre correctement de leur travail. Ça, c'est quelque chose qui ressort des négociations systématiquement. Est-ce que la tarification, elle intègre les coûts de production ou pas ? Et jusqu'à quel point elle intègre les coûts de production ? Et quelles négociations, dans cette régulation conjointe, on a entre finalement des arbitrages entre des distributeurs qui disent « Ok, je veux bien vendre plus cher, mais le prix du marché, je ne peux pas aller au-delà du prix du marché, sinon je perds le marché », et des éleveurs ou des agriculteurs qui disent « Bah oui, mais nous, pour vivre, on a besoin de ça ». Donc cette question de la tarification, finalement, on voit bien que ces régulations conjointes, c'est des échanges, c'est de la coopération, c'est de l'interconnaissance, c'est un peu tout ce que j'ai mis, c'est que chacun comprenne et discute des valeurs éthiques, parce que ces valeurs éthiques, elles sont aussi aujourd'hui portées par les consommateurs, elles sont attendues des consommateurs, elles sont aussi attendues sur les territoires. Et puis la dernière chose, c'est effectivement tout le processus de stabilisation qui vient derrière ces processus de qualification-tarification. Donc le processus de stabilisation qui vise à l'apprentissage autour de ces nouvelles règles qui sont créées. Parce qu'on crée des nouvelles règles. Comment est-ce qu'on les stabilise ? Est-ce qu'on les stabilise à partir de chartes ? Est-ce qu'on les stabilise dans des contrats ? Est-ce qu'on ne fait pas de contrat et on reste sur des choses finalement de confiance ? Ça, on a vu vraiment tous les cas dans les projets. Et cette phase de stabilisation, elle est
très importante parce que c'est le moment où le réseau se consolide, c'est le moment où le réseau se solidifie et c'est le moment où finalement la résilience peut émerger, la durabilité peut émerger et c'est aussi le moment où les différents opérateurs du système peuvent commencer à penser à d'autres choses que la rémunération, notamment la question du changement de pratique, d'aller vers des pratiques plus agroécologiques, etc. Alors, une dernière petite chose qu'on a vu quand même beaucoup dans Dernière. Ce qu'on a vu beaucoup dans les projets SIAM, c'est bien souvent les distributeurs. Eh ben, on a du mal à aller les chercher dès la phase de construction en fait, de la qualification et de la tarification, et c'est une erreur, parce qu'en allant les chercher dès les phases de qualification et de tarification, on arrive bien mieux justement à construire ces partenariats stratégiques. Merci Carole. Je crois que oui, ben, ça j'en parle pas. Mais on pourra revenir éventuellement en réponse à des questions. Voilà. Juste si vous êtes intéressé, sur le diaporama, j'ai mis plein de petits liens pour aller chercher des informations. Ok, merci. Toutes ces présentations seront bien sûr disponibles et accessibles. Oui. Donc comme Cap Rural se situe toujours à la jonction entre la recherche et les acteurs des territoires, on va pouvoir prendre quelques questions, 2-3 questions là tout de suite avant de passer la parole à un acteur de territoire. Donc Jean-Philippe va faire passer le micro. Donc ça peut être des questions de compréhension plutôt. On ne rentre pas encore dans le débat. Pour les 3 projets ou les 3 éléments, les 3 chapitres qui ont été présentés. Baptiste Deja, je suis agriculteur dans le département de l'Ain. J'ai juste une question très courte par rapport au SIAM. Est-ce que c'est voué à être un concept de recherche ou est-ce que c'est... Enfin, c'est très naïf comme question, il n'y a pas de sous-entendu. Ou est-ce que c'est voué à être un modèle à être défendu sur d'autres territoires en tant que tel, quoi. Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment une grille d'analyse qui permet de voir ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce que c'est pour militer pour ce modèle-là, quoi? Allez, Carole, donc une réponse courte. Oh là, oui. C'est une super question. C'est une question qui nous a beaucoup occupés dans le projet de recherche, évidemment. Je l'ai dit au départ, on avait 2 objectifs. On avait un objectif, effectivement, de compréhension de ces systèmes innovants et hybrides qui émergeaient. Et on avait un objectif d'accompagnement. Donc, suivant la personne qui vous répondra à cette question... Parlez davantage dans le micro. Ah oui. Suivant la personne qui vous répondra à cette question, vous aurez oui, non, les 2 dans le projet. Non, mais soyons très clairs. Donc, effectivement, oui, parce que c'est une grille d'analyse de ce qui se passe. Oui, moi, j'aurais tendance à dire parce que c'est un modèle militant et qu'on a construit des outils pour accompagner le développement de filières de ce type-là, malgré tout. Et peut-être certains vous diront non parce qu'on n'est pas allé au bout des choses encore complètement. C'est-à-dire que dans les outils qu'on a construits, on a construit un certain nombre de choses, mais qu'il y a encore certainement beaucoup à construire pour accompagner le développement de ces filières et de ces systèmes jusqu'à une durabilité et une résilience. Mais en tout cas, on avait cette ambition d'avoir... certains d'entre nous avaient cette ambition d'avoir un concept militant, oui. Et de travailler beaucoup avec l'accompagnement. On a beaucoup travaillé avec l'accompagnement pour produire des outils pour l'accompagnement. Donc une réponse tout en nuances.